Bordée par l'océan Indien, grande comme la France et la Belgique réunies, la Birmanie est connue aujourd'hui sous le nom de Myanmar. Entourée par l'Inde, le Bangladesh, la Chine, le Laos et la Thaïlande, la Birmanie n'est qu'une mosaïque de groupes ethniques, reflet de ses voisins, 135 groupes officiellement reconnus et plus de 250 langues qui font qu'aujourd'hui, la Birmanie est partagée en provinces, divisions et États plus ou moins indépendants. Pour donner une idée de la complexité et de l'enchevêtrement des ethnies, le petit État Kaya comprend non seulement des Kayas, mais aussi des Bresses, des Lao, des Yimbao et des Padaung, dont les femmes ont de tout temps excité la curiosité. La petite fille reçoit son premier anneau de cuivre vers l'âge de 6 ans, puis on lui en rajoute un autre tous les 2 ans, jusqu'à ce qu'elle se marie. À la base du cou, une collerette indépendante. Les femmes Padaung semblent beaucoup apprécier les anneaux, car elles n'en portent pas qu'au cou, ce qui semble confirmer que leur motivation serait tout simplement esthétique. Contrairement aux idées reçues, le cou ne s'allonge pas. C'est en enfonçant les clavicules et en repoussant le maxillaire inférieur vers le haut que l'on obtient cette impression de long cou. Originaires de Chine occidentale, les Mon furent les premiers à s'installer sur les côtes de la mer d'Andaman vers le 6e siècle avant notre ère, où ils vont fonder un royaume avec Taton comme capitale. Habiles commerçants et navigateurs, tournés vers Ceylan et l'Inde du Nord, les Mon vont introduire et diffuser l'écriture indienne et la doctrine bouddhiste du Theravada. Mais tandis que le royaume Mon s'agrandissait pour contrôler toute la basse Birmanie, d'autres royaumes voyaient le jour dans la plaine centrale du fleuve Irrawaddy. D'abord celui des Payous, puis celui des Burma, c'est-à-dire des Birmans, avec Bagan comme capitale. Anawarta, le premier roi birman, s'empara du royaume Mon en 1044, déporta le roi déchu et sa cour, dont il prit la langue, l'écriture et fit du Theravada la doctrine de son royaume. Doctrine dans laquelle le Bouddha n'est qu'un maître qui a enseigné la voie pour arriver au nirvana, le détachement total. De nos jours, les moines sont le modèle à suivre sur le chemin du salut et ils sont aussi chargés de perpétrer l'enseignement du Bouddha. Notez que l'enseignement profane, en plus de l'enseignement religieux, a longtemps été dispensé dans les monastères et il est encore dans le monde rural. La tradition veut que presque tous les garçons fassent un séjour de durée variable dans les monastères, que ce soit comme novice ou étudiant. Mais peu d'entre eux consacrent toute leur vie à l'enseignement du Bouddha, en renonçant au monde et en respectant les 3 règles fondamentales: respecter toute vie, rester chaste, ne posséder que 8 choses: les 3 pièces de sa robe, un éventail, une ombrelle, un rasoir, une aiguille pour réparer sa robe et un bol à aumône. Car le bonze, enfant ou adulte, doit assurer sa subsistance en pratiquant la mendicité. Et la nourriture qu'il collecte le matin, pieds nus et en silence, sera pour son seul repas qu'il prendra à midi. Ensuite, il ne peut plus prendre de nourriture solide. Le bonze ne remercie pas le donateur. C'est ce dernier qui doit lui être reconnaissant d'avoir accepté sa nourriture, car il a ainsi acquis des mérites qui diminueront le nombre de ses réincarnations. En effet, dans leur grande majorité, les bouddhistes birmans préfèrent s'assurer une renaissance meilleure plutôt que suivre la voie du détachement pour accéder directement au nirvana. L'acquisition de mérites par de bonnes pensées ou de bonnes actions est la grande préoccupation des bouddhistes du Theravada. Ainsi, dans les bonnes familles, un mariage se fait en 3 temps.
D'abord une cérémonie privée, intime, qui sera suivie d'une grande réception dans un hôtel de luxe, mélange de traditions birmanes et occidentales. Puis les mariés, accompagnés de leur famille, se rendront dans un monastère où ils offriront la nourriture du jour à l'ensemble des moines. Le riz, payé par la famille, est cuit sur place. Il est accompagné de bananes qui serviront de dessert. Tout le monde est prêt, mais il faut attendre le signal. Lorsque tous les moines seront servis, les bienfaiteurs passeront dans les réfectoires pour remercier les moines d'avoir bien voulu accepter leur nourriture. Les supérieurs du monastère auront droit à un menu spécial, toujours offert par la même famille. En contrepartie, les donateurs auront peut-être droit à une stèle qui rappellera leur bonne action aux yeux de tous. Mais revenons au XIe siècle. Situé au bord du fleuve Irrawaddy, grande voie de communication, Bagan, capitale du premier royaume birman, va connaître un véritable âge d'or grâce à son commerce, à la richesse agricole de la plaine de l'Irrawaddy, à sa maîtrise du travail des pierres dures et à celle de la laque, que lui ont aidé les Puyou, le peuple qui régnait ici avant l'arrivée des Birmans. Associée au bambou, ici le matériau universel, la laque, une résine qui est à la fois colle et peinture, permet de réaliser toutes sortes de contenants et de les décorer éventuellement. Ces bols sont réalisés en bambou et en crin de cheval, ce qui va leur donner une certaine souplesse, sans casser ni fendiller la laque. Le bol, après laquage, est poncé puis poli avec un tampon végétal chargé de poudre de bois. Assiettes ou boîtes, après avoir été ébavurées, subiront le même processus.
La richesse de Bagan va donner naissance à une multitude de pagodes, car en bâtir une est le plus grand des actes méritoires. En effet, il signifie pour celui qui l'a fait construire la fin du cycle des renaissances et l'entrée au nirvana après sa mort. En 2 siècles, 12 000 pagodes seront construites à Bagan. Ces monuments, qui sont avant tout des reliquaires, se présentent sous 2 formes. La pagode pleine, encore appelée Zedi ou Stupa, et la pagode creuse, un temple qui abrite un sanctuaire avec des statues de Bouddha. Les reliques des pagodes creuses sont enfermées dans un stupa séparé ou dans une petite tour construite au sommet de l'édifice. Les pagodes creuses, qui sont les plus grandes, sont construites en briques et souvent en terrasses superposées, ornées de pagodons à chaque angle, pagodons qui peuvent être laqués ou dorés. Des gargouilles permettent d'évacuer l'eau des terrasses. Si le Shui Sandao fut la première pagode construite par Anahuarta, Shui Zigon fut son chef-d'œuvre, car elle devait être le grand centre de prière et de méditation du Theravada. Dans ce but, le souverain se démena pour acquérir des reliques de Bouddha, dont une copie de Sadan conservée à Kandy au Sri Lanka, et une clavicule et un os frontal de Bouddha provenant de l'ancienne capitale Payu. Aux 4 points cardinaux, les chapelles abritent chacune un Bouddha en bronze. Ce sont les plus grands bronzes conservés à Bagan. Shui Zigon est aujourd'hui le but de tout pèlerin venant à Bagan. Bouddha n'est qu'un maître qui ne peut répondre aux angoisses quotidiennes des individus. En Birmanie, ce rôle est dévolu aux naths, des divinités animistes, pré-bouddhiques, et si Shui Zigon est si populaire, c'est parce qu'elle mêle le culte des naths à celui de Bouddha. Bons ou mauvais, craints et respectés, doués de pouvoirs surnaturels, les naths peuvent vivre partout. Les Birmans leur demandent protection et s'en remettent à eux dans l'adversité. Ils reçoivent des offrandes pour se concilier leur bonne grâce ou calmer leur colère, car les naths aident ceux qui les honorent et punissent ceux qui leur manquent de respect. À 50 km de Bagan, le sommet du mont Popa est l'Olympe des naths. Un escalier couvert de 777 marches, dont les 300 dernières sont en fait des échelles qui doivent être montées pieds nus, permet d'arriver au domaine des naths. Une profusion de chapelles et d'oratoires abrite des statues de naths qui peuvent surprendre au premier abord. Ce piton volcanique était autrefois la résidence exclusive des naths. Mais depuis 1960, le bouddhisme a investi les lieux et c'est maintenant une pagode qui coiffe le mont pour bien marquer la hiérarchie des valeurs. Shui Zigon n'était que la tête d'une longue série de pagodes. Non loin d'elle, Manura, le roi monde déchu et exilé à Bagan, mais qui avait été autorisé à garder ses richesses personnelles, se fit aussi construire une pagode. Les 4 grands Bouddhas enchâssés dans la maçonnerie
dont un Bouddha couché, évoquent, par le manque de place, l'impression d'enfermement du roi exilé. Achevée en 1091, la masse blanche de la Nanda est supposée rappeler un temple légendaire dans l'Himalaya. 4 grands porches conduisent à un cube central de 53 mètres de côté, dont chaque face est décorée d'un Bouddha debout, haut de 9,50 mètres. Le roi, émerveillé par cette pagode, tua l'architecte de ses propres mains pour que ce chef-d'œuvre reste unique. Au XIIe siècle, les constructions de pagodes prirent une telle ampleur qu'elles finirent par ruiner l'Empire. Aussi est-ce sans coup férir que Kubilai Khan s'empara de la capitale en 1275. Des constructions continueront encore un peu après la chute du royaume, mais beaucoup de pagodes furent aussi abandonnées, et de nos jours, seuls quelques détails donnent une idée de leur splendeur passée. Par contre, certains sanctuaires continuent d'être fréquentés par les pèlerins depuis leur construction, afin de rendre hommage à celui qui leur a montré la voie. Les pagodes sont encore de nos jours le point de départ de toutes les fêtes ou les cérémonies religieuses, comme la fête de la lumière, qui célèbre le retour du Bouddha sur la terre après son séjour dans les mondes divins. La procession terminée, la fête peut alors continuer avec les nourritures terrestres. Faim et gourmandise assouvie, le théâtre de marionnettes s'impose alors tout naturellement, car c'est le plus populaire des arts birmans de la scène, un art régi par des règles très strictes qui n'ont pas évolué depuis près de 200 ans. Les scènes sont très variées, allant de scènes de la vie conjugale aux légendes bouddhiques, en passant par des chroniques sur l'histoire birmane, avec souvent beaucoup d'humour. La taille des poupées peut varier de 75 cm à 1 mètre. Elles sont sculptées et habillées comme elles l'étaient il y a 3 siècles.
Certaines poupées sont animées par 30 fils, mais la plupart le sont avec moins de 20. La fête de la lumière se continue le lendemain matin sur la route menant au monastère voisin, à qui les fidèles vont apporter leurs dons. Les communs des pagodes servent aussi à d'autres manifestations. Une famille de riches commerçants de Rangoon est venue ici, à Bagan, pour une opération de charité envers les nonnes d'un monastère voisin. Car il y a aussi des nonnes, mais leur statut est bien différent de celui des moines. Bien qu'ayant fait don de leur chevelure, leur bien le plus précieux, elles continuent de porter, sous leur robe monastique rose, le costume classique birman, pour bien montrer qu'elles n'ont qu'un pied dans la sangha, l'autre restant dans la laïcité. Leur quête de nourriture n'a lieu que 2 jours par semaine, et elles ne doivent recevoir ni aliments cuits, ni aliments préparés, ce qui les oblige à mendier de l'argent pour acheter de l'huile ou du sel par exemple. Elles doivent aussi produire leurs légumes et leurs fruits. On comprend que dans ces conditions, les vocations soient peu nombreuses. Elles ne seraient que 25 000, comparées aux 300 000 moines, d'où l'intérêt de cette opération de charité. Les billets distribués sont les plus grosses coupures en circulation actuellement. Après les nonnes, c'est au tour du public de profiter des largesses de ces riches commerçants. Attraper les billets de banque jetés d'une des terrasses de la pagode n'est pas chose aisée, mais tout se passe sans violence et dans la bonne humeur. L'opération aurait coûté l'équivalent de 6 000 € pour ces riches commerçants. Il n'est pas rare de voir les marchands de bois de Tanaka le long des allées menant aux pagodes. En frottant le bois sur un mortier de pierre humectée, on obtient une crème pratiquement incolore lorsqu'elle est humide, mais qui va prendre vite une couleur sable en séchant. Cette crème protège la peau du soleil et régule les excès de sébum.
Ce produit de beauté exclusif des Birmans est appliqué selon la fantaisie de chacun. On dit que la pose Tanaka est l'un des rares moments de plaisir pour les Birmanes. Notez qu'il n'est point de marché sans point de vente de Tanaka. L'État Shan, à l'est du pays, est le plus grand État du Myanmar. Mais seule une petite partie occidentale est autorisée aux étrangers. Si le pavot est roi dans l'est interdit de l'État, ici on ne cultive que fruits et légumes. Comme les champs sont loin des villages, les ouvriers agricoles sont transportés sur leur lieu de travail dans de curieux attelages. Ce chargement de choux est destiné à la capitale, Rangoon, pourtant distante de 1000 km. Le lac Inle, qui n'est pas un lac, mais la vallée inondée d'une rivière, est le domaine des Inta, une ethnie Shan qui a su s'adapter à son environnement en produisant légumes, fruits et fleurs sur des îles flottantes. Celles-ci, qui font jusqu'à 100 mètres de long sur 2 à 10 mètres de large, sont soit découpées à la scie dans la couche d'humus qui borde le lac, soit fabriquées en tressant des herbes et des roseaux qui seront ensuite recouverts de boue. Dans les deux cas, elles sont ancrées au fond du lac par des perches en bambou. Les fils du lac, c'est le sens du mot Inta, ont une façon particulière de ramer. Le fait de rester debout en ramant leur permet de mieux scruter le lac autour d'eux. Ils peuvent ainsi, en saison sèche, lorsque le lac est peu profond, lancer une grande nasse sur les poissons. En période de mousson, la pêche classique reprend évidemment ses droits. Le niveau de l'eau pouvant varier de 2 mètres entre la saison sèche et la période de mousson, habitations et ateliers sont souvent construits sur pilotis. La région du lac Inle est grande productrice de chero, ces fameux cigares birmans, surtout appréciés par les femmes, un mélange de tabac, de maïs, d'herbes et de racines diverses. Ici, les ouvrières sont payées à la pièce. Les Inta sont aussi forgerons, orfèvres, menuisiers ou potiers. La ventilation du foyer se fait avec 2 gros pistons actionnés manuellement. Une technique originale et efficace. Quelques pagodes et monastères ont été construits au bord du lac.
le monastère Ngapfe est plus connu sous le nom de monastère des chassoteurs, depuis que des moines, dans la pénombre de ces salles, ont enseigné à ces félins l'art de sauter dans un cerceau. Ce monastère, fondé il y a 150 ans, est le plus ancien du lac. Chaque année, au mois de Taoutalin, c'est-à-dire en septembre-octobre, en principe à la fin de la mousson, ce qui n'est manifestement pas le cas cette année, les Intas organisent le déplacement de petites statues de Bouddha dans des villages riverains du lac. Mais c'est le retour de ces statues dans leur pagode d'origine, la Paong Daohu, qui est l'occasion d'une grande fête nautique. Les spectateurs arrivent surtout en pirogue, bouchant ainsi la vue de ceux qui sont malheureusement restés sur la berge. Les pirogues de 20 à 40 rameurs qui escortent la barge royale commencent à arriver. Des pirogues d'apparat avec orchestres et danseuses font aussi partie du cortège. La proue de la barge royale est ornée du karawek, l'oiseau mythique, emblème des rois birmans. Les statues de Bouddha débarquées, la barge royale regagnera son hangar, d'où elle ne ressortira que dans un an. Maintenant, place à la compétition de vitesse, où chaque pirogue va concourir pour un village. En attendant que les pirogues prennent place sur la ligne de départ, les marchands flottants tentent leur chance. Les spectateurs embarquent sont tellement massés dans le canal qu'il ne reste plus qu'un étroit passage pour les concurrents. Du coup, il est pratiquement impossible de voir les rameurs. La fête se termine vers midi et acteurs comme spectateurs retournent dans leur village. Par chance, une barque d'apparat croise notre route.
La pagode Paongdaowu, ayant récupéré ses statues, retrouve alors son activité normale. Les petites statues, originaires de Malaisie, ont été tellement couvertes de feuilles d'or qu'elles en sont devenues complètement difformes. Et on continue toujours de les recouvrir de feuilles d'or. Opération évidemment réservée exclusivement aux hommes. Une rivière tributaire du lac conduit à Indein, l'une des plus anciennes fondations bouddhiques du lac. Une allée couverte de 1,5 km mène à une pagode construite sur les lieux où une princesse aurait perdu des reliques de Bouddha. Des stupas ont été érigés de chaque côté de l'allée pour obtenir des mérites. Si stupas et pagodes sont aujourd'hui dans un triste état, l'ensemble devait être impressionnant au moment de sa splendeur. À 20 km au nord du lac Inle, Pindaya, la du peuple d'Anaou, est construite autour d'un petit lac. À Pindaya, on perpétue la fabrication de papier à partir de l'écorce de mûrier. Détrempée, battue, malaxée, l'écorce devient alors une pâte. Cette pâte, dissoute dans l'eau, sera recueillie dans de grands cadres où la suspension ainsi obtenue sera égouttée puis séchée pour former les grandes feuilles de papier. Des fleurs seront éventuellement incorporées dans la suspension pour fabriquer du papier fantaisie. Le papier ainsi fabriqué n'ira pas bien loin, car un atelier de confection d'ombrelles jouxte la papeterie.
Et le soir venu, ces artistes et artisans se transforment en danseurs amateurs pour leur plaisir et le nôtre. Deux types de forêts bordent le lac de Pindaya. Une première forêt de pagodes et une deuxième faite de banyans séculaires. La colline qui domine le bourg recèle de nombreuses grottes. Autrefois, dans l'une d'entre elles, une horrible araignée séquestrait les 7 filles d'un roi. Mais un valeureux archer d'Anaou tua l'araignée et les princesses furent libérées. Depuis, la grotte est devenue un sanctuaire bouddhique. On y accède par un escalier couvert et un ascenseur. Personne ne semble savoir pourquoi et à partir de quand on a réuni ici plus de 8000 statues de Bouddha, certaines étant vieilles de plusieurs siècles, ce qui explique la grande variété des styles et des matières. On dit même que c'est le plus grand musée d'art bouddhique de Birmanie. Ce furent les ancêtres de ces Shans qui, au début des années 1300, chassèrent les Mongols, prirent le contrôle de la plaine centrale et établirent leur capitale à Sagaing en 1315. Sagaing, qui resta le principal foyer du bouddhisme birman avec ses 600 couvents ou monastères. Au sommet d'une colline, la pagode Ngada Gayi abrite le plus grand Bouddha assis de Haute-Birmanie. Couronnant la plus haute colline de Sagaing, la pagode Sunu Ponyashin fut élevée en 1312. En 1364, Sagaing est abandonnée pour une nouvelle capitale, Inwa, dont il ne reste que quelques vestiges parsemés dans les champs, dont le Bagaya, un monastère en fût de teck encore en activité. Le Okakaong est un autre monastère qui a voulu transposer en briques l'architecture de bois des édifices monastiques. À la même époque, un nouveau royaume Mon voyait le jour en Basse-Birmanie, avec une nouvelle capitale, Bago. Bien que reliée à Rangoon par une sorte d'autoroute, la Bago d'aujourd'hui est bien loin de la capitale d'autrefois. D'ailleurs,
elle n'est plus que le chef-lieu de la division Bago. Mais les Hmong, premiers bouddhistes en terre birmane, lui ont légué des monuments remarquables. La pagode Shimao Dao est l'une des 4 pagodes d'or de Birmanie. Shi veut dire or. Fondée à l'époque du Bouddha historique, la pagode de Bago renfermerait des cheveux de Bouddha rapportés par des marchands. Surélevée au cours des siècles, ses 114 mètres de haut la rendent visible à 10 km à la ronde dans la plaine de Bago. Pratiquement détruite lors du séisme de 1930, elle fut reconstruite grâce aux dons et au travail bénévole des fidèles. Des éléments de la pagode d'origine ont été conservés et font l'objet d'une grande vénération. Non loin de la pagode, le Bouddha couché, Shweta Laing, repose sous son toit de tôle. Long de 55 mètres et haut de 16, construit en briques au IXe siècle, il fut abandonné, puis découvert dans la jungle en 1881. Sa tête repose sur un empilement d'oreillers qui voisinent avec des illustrations de la vie de Bouddha. Les pieds de la statue sont décalés pour indiquer le repos et non la mort au moment de son entrée au nirvana. Des hauts-reliefs en céramique racontent l'histoire d'une princesse bouddhiste qui devint la bru d'un roi idolâtre. Refusant d'adorer l'idole de son maître, le roi décida de la sacrifier à ses dieux, mais Bouddha, invoqué par la princesse, détruisit l'idole. Alors, le roi se convertit au bouddhisme et fit l'offrande de ce Bouddha couché. À 5 km au sud de Bago, 4 Bouddhas hauts de 30 mètres font face aux 4 points cardinaux. Construits en 1476, ils sont régulièrement entretenus. Un atelier de sculpteur, spécialité de Bago, est installé à proximité. En allant toujours vers l'est, la route traverse un plat pays de rizières, quadrillé par de nombreux canaux. Les petits poissons, une fois la tête enlevée, seront transformés en purée très nourrissante. Les poissons plus gros sont curieusement découpés pour sécher au soleil.
La route arrive maintenant dans l'État Mon, dont les autonomistes sont en rébellion avec le pouvoir central. Seuls certains sites près de la frontière sont accessibles aux étrangers, comme le Rocher d'Or, but de notre excursion. Quittant le littoral pour s'enfoncer dans la montagne, la route longe de nombreuses plantations d'EVA. La sève récoltée sera transformée sur place en feuilles de latex que l'on fait sécher au soleil. Kinpun, à 200 km à l'est de Bago, est le terminus des véhicules de tourisme. Ils sont remplacés par des camions qui assurent une navette jusqu'à une plateforme à mi-hauteur du Rocher d'Or. Là, discussion avec les porteurs de bagages et les porteurs tout court, car l'ascension finale se fait soit à pied, soit en chaise à porteur. Il faut compter environ 40 minutes pour terminer l'ascension. Ce site étrange, avec ses blocs de granit posés en équilibre au bord d'une corniche, est l'un des plus grands pèlerinages de Birmanie. Seuls les hommes peuvent s'approcher pour prier ou pour coller des feuilles d'or. On dit que cet énorme rocher, appelé la tête de l'ermite, est tenu en équilibre grâce aux cheveux de Bouddha gardés dans le pagodon construit à son sommet. Toujours au XIVe siècle, un autre royaume voyait le jour à l'est du pays, le Rakhine, avec Mraokhu comme capitale, et pendant 2 siècles, Inua, Bago et Mraokhu se livrèrent à des combats incessants. 1752, Troisième Empire birman. Les Mon sont chassés et en 1783, le roi Bodaupaya fonde une nouvelle capitale, Amarapura. Quelques pagodes entretenues ou abandonnées, dispersées au milieu des maisons, sont les seuls vestiges de l'ancienne capitale, puisque palais et bâtiments avaient été transportés à Mandalay. Le plan d'eau, qui en fait n'est qu'une grande rizière, est très apprécié des pêcheurs en période de mousson. Un pont de 1 km de 100, construit avec les planches de teck des palais abandonnés d'Inua, passe pour être le plus long pont en teck du monde. De nos jours, Amarapura ne compte plus que 10 000 habitants qui se consacrent pour la plupart au tissage de la soie et du coton. Bodaupaya annexa le royaume Rakhine après une courte guerre et rapporta en trophée de Mraokhu une célèbre statue de Bouddha
symbole de l'Arakan, pour laquelle il fit ériger une pagode à 8 km de son palais d'Amarapura. Cette pagode porte le nom de la statue Mahamuni, le grand sage. Une chaussée en briques reliait le palais à la pagode. Aucune statue en Birmanie n'est autant révérée que le Mahamuni, qui passe pour avoir été réalisé d'après nature lorsque le Bouddha aurait séjourné en Arakan. Le corps de ce Bouddha en bronze devient peu à peu méconnaissable sous les couches de feuilles d'or que les hommes ont seuls le droit d'appliquer. Tout un petit commerce règne dans la pagode, que ce soit pour rafraîchir ou alimenter les fidèles, ou pour vendre des offrandes qui souvent seront réalisées sur place. Buddha Upaya voulut construire la plus grande pagode du monde au bord de l'Irrawaddy. Malheureusement, le projet dut s'arrêter en 1813 par manque d'argent. Du coup, c'est aujourd'hui le plus grand tas de briques du monde, fissuré par le tremblement de terre de 1838. La cloche, destinée à la gigantesque pagode, passe pour être la plus grande cloche intacte du monde, avec ses 30 tonnes et ses 9 mètres de haut. Son successeur, Bagai Idaou, n'a érigé qu'une pagode blanche à la mémoire de sa première épouse. Les ondulations représentent les chaînes de montagnes qui entourent le mont Meru, le centre de l'univers. C'est avec ce roi que les choses se gâtèrent avec les Anglais. Lassés des incidents de frontière avec le Bengale, ils finirent par entrer en Birmanie et annexer la province de Bago en 1852. Son successeur, le roi Mindon, s'efforça de moderniser le pays. En 1861, il transféra sa cour à Mandalay. Mandalay, qui ne fut capitale que 30 ans, est aujourd'hui une ville moderne, la grande ville du nord de la Birmanie. Seules les douves marquent l'emplacement du palais, réduit en cendres après les bombardements des Alliés lors de l'occupation japonaise en 1945. Un rescapé, le Shui Dandao, vestige unique de l'architecture royale, dans lequel le roi Mindon y rendit l'âme en 1878. Le stupa Kusdao fut érigé en 1857 par le roi Mindon sur le modèle du Shwezigon de Bagan pour accueillir le 5e synode bouddhique en 1872. À cette occasion,
on construisit 729 pagodons, chacun abritant une stèle de marbre écrite en caractères birmans. L'ensemble de ces stèles forme la version définitive du Tripaka, le canon bouddhique défini par le Concile. C'est pourquoi ce sanctuaire est appelé parfois le plus grand livre du monde. Mandalay perpétue quelques savoir-faire traditionnels comme le Shui Gaidu, la broderie d'or, une technique complexe qui combine un travail d'applique, de broderies et de paillettes permettant de réaliser les lourdes tentures murales qui décoraient palais et monastères. Mandalay continue d'être la cité des batteurs d'or, à qui l'on doit les petites feuilles dont on couvre les Bouddhas. À l'origine, ces feuilles ne font que 2 cm², mais mises en sandwich dans des feuilles de papier de bambou huilé, elles seront battues pendant 10 heures avec une masse de 7 kg pour décupler leur surface. La colline qui domine la ville est couronnée par un vieux fort et plusieurs monastères. La réputation de la colline comme observatoire de beaux couchers de soleil n'est malheureusement pas toujours vérifiée. Thibaou voulut jouer les Français contre les Anglais, à qui il déclara la guerre. Mais les Anglais écrasèrent les Birmans, et le 1er janvier 1886, la Birmanie devint province de l'Empire des Indes. Mais les Anglais, prudents, divisèrent la Birmanie en 2. La Birmanie proprement dite, qu'ils administrèrent avec Rangoon comme capitale, et la Birmanie extérieure, qu'ils laissèrent aux chefs des nombreuses ethnies. Rangoon, que l'on appelle aujourd'hui Yangon, n'est pas situé en l'embouchure de l'Irrawaddy, mais du Rling, qui étant navigable même en amont de la capitale, a transformé au cours des siècles le petit village côtier en grand port de Birmanie. Forte de 5 millions d'habitants, Rangoon a conservé un certain côté colonial avec ses bâtiments de style victorien et ses larges avenues qui se coupent à angle droit. En cas d'attente trop longue à la station de bus, on pourra toujours se désaltérer avec de l'eau fraîche. La distribution du courant électrique, typique de l'Asie du Sud-Est, est toujours un sujet d'étonnement. Mais l'indéfectible vitalité asiatique a investi les rues en improvisant restaurants, magasins ou échoppes sur les trottoirs.
Rangoon est aussi une ville moderne avec ses embouteillages et ses cybercafés. La publicité se fait ici à l'américaine. Mais Rangoon, c'est avant tout le Shwe Dagon, le sanctuaire bouddhique le plus sacré du pays. Coiffé de 5400 diamants et 2300 rubis dans son bulbe, il est recouvert de 19 900 plaques d'or de 30 cm de côté, qui représentent 2,5 tonnes d'or fin. 64 pagodons entourent le célèbre stupa. Ces petits temples abritent tous un Bouddha. Ces Bouddhas sont protégés par des dragons, des griffons, des nagas, qui peuvent se transformer à tout moment en êtres humains. De chaque côté, les adolescents, qui sont en fait des créatures célestes, peuvent intervenir pour aider ou tourmenter selon leurs désirs. Les Tazaung et les Dayat, le nom varie selon qu'ils sont cloisonnés ou non, sont des pavillons qui abritent des statues de Bouddha et qui sont en même temps des abris pour pèlerins que des croyants fortunés ou des associations ont érigés pour gagner des mérites. Certains Tazaung abritent des séries de Bouddhas, des immenses statues ou sont complètement vides. Ils sont des lieux de prière, de méditation ou d'enseignement. Si on vient pour prier les Bouddhas, les génies, les naths, on vient aussi pour se délasser, car la pagode n'est pas seulement le refuge spirituel de l'individu, c'est également un endroit de rencontres amicales, de rendez-vous amoureux ou de promenades familiales. Si le stupa est le point focal de la colline, les bouddhistes birmans viennent surtout prier aux postes planétaires, car reliés à l'astrologie, ils sont très populaires. 8 postes sont répartis autour du stupa. Chacun associe Bouddha à un jour de la semaine, un point cardinal, une planète et un véhicule de Bouddha. Par exemple, mardi est au sud-est,
associé à Mars et a le lion comme véhicule. Les bouddhistes arrosent copieusement le Bouddha de son jour de naissance et son véhicule, car en le débarrassant des poussières, on purifie son propre corps. Des cloches résonnent çà et là dans Shwedagon. Heurtées par des fidèles ou des enfants, les cloches n'ont pas de bata en Birmanie, elles dispersent alentour les mérites produits par les sons. Tombée dans l'eau quand les Anglais voulurent l'emporter, cette cloche de 16 tonnes fut sauvée et réinstallée à sa place en 1826. Le nord-ouest du Parvis est appelé « lieu où les vœux sont exaucés », un site toujours très fréquenté où les dévots, face au stupa, prient et font des offrandes pour que leurs souhaits soient réalisés. Il y a bien sûr d'autres pagodes à Rangoon. La pagode Botataung a la particularité d'être creuse. Des salles et des couloirs, tapissés d'éclats de miroirs avec des éclairages colorés, conduisent au coffret d'or contenant un cheveu de Bouddha et d'autres reliques. Là aussi, les génies ne sont pas oubliés. La pagode domine un petit bassin. On peut acheter de la nourriture pour nourrir les poissons et acquérir ainsi des mérites. À 2 km au nord de Shwedagon, un hangar abrite un Bouddha couché de 70 mètres de long. Relativement récent, et bien que plus grand que celui de Bago, il est moins connu et moins vénéré. Ses pieds portent les 108 marques auspicieuses propres à Bouddha, représentant les différents mondes. Enfin, pour terminer notre histoire, rappelons que le 4 janvier 1948, la Birmanie devint indépendante et que l'Union birmane, Myanmar, fut créée par la fusion de la Birmanie et des États Shan et Karen. Mais la population n'en devint pas beaucoup plus heureuse pour autant. Meurtrie par la Seconde Guerre mondiale, l'histoire de ce pays n'est depuis que coups d'État, conflits ethniques et dictatures. Et de nos jours, la ronde des capitales continue. Nai Pai Dau, la demeure des dieux, sera la nouvelle capitale voulue par le chef de la junte au pouvoir, qui a trouvé qu'il était la réincarnation d'un ancien roi dont il a élevé des statues de 30 mètres de haut. On comprend alors pourquoi il est dit qu'en Birmanie, on espère le meilleur, mais on se prépare au pire, mais toujours sous le regard de Bouddha.